passe, qu'elle trouve toujours sa créativité. Beaucoup de choses très techniques ont été évoquées. Je vais plutôt ici insister sur ce qui n'est pas technique. Parce que c'est ce qui n'est pas technique qui crée la singularité d'une entreprise. Je voudrais d'abord commencer par dire que il n'existe pas une force qui crée la société. La société est ce que tend à devenir les humains. Et donc, on puise effectivement ce capital de ressources, humaines au sein de la société. Donc, quand elle est transformée, elle transforme aussi la société. Je voudrais dire que chaque idée, chaque réalisation vient d'une pensée. Et cette pensée, quand elle puise à une source qui dépasse les promoteurs et ses collaborateurs, certains vont dire, quand elle puise à une source transcendante suprême, alors elle crée quelque chose de spécifique dans la conscience qui s'appelle une foi inébranlable. Je voudrais insister sur le mot conscience que j'ai découvert par expérience. Autant on peut dire que l'humain est limité, est fondu dans son connu, et que vous pouvez mettre de tas de techniques, de tas de ressources. Tant que les gens sont limités par leur unité limitée, ils ne dépasseront pas les limites. Le corps, il est limité. Le cerveau ne reflète que ce que la conscience lui insuffle. Et toucher le ciel, le corps ne peut pas toucher le ciel. Mais pourtant, c'est magnifique. Il y a en nous quelque chose qui est capable d'atteindre le ciel. C'est cette conscience. Et la conscience est le lieu de la chaîne, de l'enchaînement, de l'enfermement. C'est le lieu où se crée la peur, c'est le lieu où se crée le décrochage. Et c'est donc le lieu dans lequel il faut créer le réenchantement. Je disais donc tout à l'heure que toute idée, toute réalisation, tout projet vient d'une pensée. Et cette pensée, quand on la hisse et quand on la fait sourcer au sein d'une force qui nous dépasse, d'une force transcendante, et alors elle crée une foi inébranlable. Alors, la foi, je ne l'entends pas comme on le dit de manière ordinaire, elle est une force imprégnable qui lève le promoteur et qui le met en face de deux choses qui sont créées automatiquement dans sa conscience, c'est la mission et l'engagement. L'engagement, je n'entends pas ici par un ensemble de dispositions psychologiques qui vous fait vous engager par rapport à un ensemble d'engagements et de règles définies. J'entends par engagement un souffle, une énergie qui fait que même quand il pleut, vous êtes debout. Et il y a des emboutages, vous anticipez, vous vous levez à 5 heures, personne ne comprend d'où vient cette énergie. C'est cet engagement-là, elle vient parce que vous êtes aligné à la pensée et parce qu'en fait les pensées sont dans l'espace et cherchent les serviteurs qui vont décliner leur incarnation dans la réalité. Je vous donne des exemples. Prenons dans mon domaine quelqu'un qui n'était pas informaticien, pourtant il a changé le monde avec l'informatique. Steve Jobs, à l'époque, il réunit ses ingénieurs, il dit « j'en ai marre. Le Walkman là, je ne veux plus en entendre parler. Je veux un petit appareil qui puisse prendre 5000 morceaux. » Il a eu 4 démissions. Certains ont dit « c'est pas possible », il dit « faites-le quand même. » Et c'est sorti. Alors, je prends toujours Steve Jobs. À l'époque, nous avions un petit portable sur lequel il y avait le clavier et l'écran. Il vient et réunit ses collaborateurs. Il dit « je veux un téléphone qui soit à la fois écran et clavier. » Nous sommes ici dans la sphère de la pensée. Et ça s'est passé. Bien entendu, après, les techniques et les méthodologies sont disponibles. Donc, je disais donc, cette pensée, quand elle est sourcée à un bon endroit, quand elle crée une bonne foi, elle décline donc l'engagement et la mission. Moi, je n'entends pas la mission telle qu'on le définit de manière classique. Je la vois comme un feu, une flamme qui est allumée au cœur du promoteur et qu'il doit allumer au cœur de ses collaborateurs, qui fait qu'il est au service de cette mission, il est au service de cette pensée qui doit s'incarner. À partir de ce moment-là, cette flamme est ce qui fait que, si on dit que l'énergie est la chose la plus partagée, on peut utiliser des termes. Moi, je vois l'amour comme une énergie qui est accessible à tous. Permettez-moi de dire de manière simple qu'il ne s'agit pas des choses que l'on voit dans des textes sacrés.
On dit l'amour doit se propager, c'est sa raison d'être. Moi, quand je me suis hissé à cette conscience-là, j'ai compris que c'était vrai, dans la mesure où, quand vous allumez cette flamme, il y a une énergie qui vous donne un leadership communicationnel. Parce que comment faire pour un capital humain, pour une ressource humaine qui est en face de vous? Il a sa réalité intérieure et vous essayez de lui hisser à votre vision, à votre mission. Vous devez trouver des phrases qui entrent par effraction dans leur conscience pour allumer aussi ce feu. Maintenant, je suis parti de la pensée, mission, engagement, et puis ensuite, c'est là que crée quelque chose d'exceptionnel, à l'intérieur toujours de la conscience, qui s'appelle la discipline. Je n'entends pas la discipline comme un recueil de règles que l'on exécute, j'entends par discipline un aliment qui part d'une pensée claire, d'une mission qui s'en décline, d'un engagement qui est associé et qui crée un ensemble de valeurs. Les valeurs de la bienveillance, de la mansuétude, de l'écoute, du regard attachant, d'une forme de magnétisme, ce sont des dispositions intérieures. Ce sont des capacités de conscience. Et on voit donc que ce champ de conscience peut s'élever jusqu'à des dimensions infinies. Il n'y a que des niveaux de conscience. Il n'y a que des niveaux, et l'esclavage et la peur et toutes ces choses-là sont dans des niveaux de conscience. Pourquoi je le dis? Parce que dans notre domaine, dès qu'on élève un capital de conscience, un capital humain jusqu'à un certain niveau, tout de suite, c'est pas que le Canada. Nous avons formé près de 250 ingénieurs qui ne sont pas chez nous, qui sont dans des entreprises, des grands comptes à côté, mais qui sont partis au Canada, aux États-Unis, etc. Et c'est là que vient, à partir du moment où la discipline liée à la mission, à la vision, s'est installée dans la conscience, et ça demande de nombreuses réunions avec les managers pour tous vous aligner à cette dimension-là. C'est à partir de là que la technique peut jouer. Puisque j'ai une mission qui est claire, ma vision est claire, alors je peux définir une stratégie, une organisation, un comportement associé, un ensemble de processus mécaniques qui permettent d'atteindre ces objectifs. Mais avant, il y a une construction de conscience. Et ce point est important. On a dit tout à l'heure que la fidélisation, il y a une partie qui est liée à la rémunération. Je me suis rendu compte, en discutant avec le DG sous-régional de Huawei, il me dit, j'ai été formé en France, je suis sorti du HEC. Et j'ai soutenu un vendredi, dimanche j'étais en Chine. Pourtant j'avais une grosse proposition chez Peugeot. J'ai dit, mais pourquoi? Mais parce que nous avons été formés à rentrer servir la Chine. Et je reviens ici par rapport à la question de monsieur. Le savoir-faire, qui n'est pas inscrit, posé sur le socle d'un savoir-être, qui explique à chaque capital humain pourquoi sa présence au monde, pourquoi sa présence ici maintenant, là, au Cameroun ou en Afrique, quel que soit le montant que l'on va faire, parce que dans notre domaine, dès que vous hissez un gars à un certain niveau de compétence, on lui donne 7 000 euros, 5 000 euros par mois. S'il dit non, il dit que ma femme est en train de démissionner, il commence à décrocher et puis il va chercher à partir. Alors j'ai découvert que si nous ne travaillons pas au niveau de la conscience, la relation de soi à soi-même, la relation de soi à notre environnement, quel que soit le niveau de rémunération que nous allons mettre, le collaborateur va pouvoir partir. Et donc je reviens donc à l'expérience de ITG Store. ITG Store a été créé en 2006 dans un environnement où le marché était tenu exclusivement par des entreprises étrangères, CFAO, Bull, Prosodie, etc. Nous sommes arrivés parce que j'avais convaincu mes patrons à l'époque, Silicorp, qui avaient un gros projet, mais la structure financière du projet était difficile. J'ai dit, on peut élaguer une partie de la production au Cameroun, et ça va marcher. Ils m'ont fait confiance. J'ai pris d'abord les premiers ingénieurs, et ça a marché. Sauf que Silicorp gérait les plateformes de SFR, qui est un opérateur telco, et Silicorp a été racheté par Orange. Donc Orange qui est le concurrent de SFR, donc SFR n'aurait pas accepté qu'on dise que c'est managé par ses concurrents, ils ont donc interrompu le contrat. Je me suis retrouvé donc au cœur du Cameroun, avec une réalité, je pouvais prendre ce que j'avais généré, parce qu'en plus c'était 500 euros jour
par collaborateur, je pouvais prendre ce qui était généré dans le compte et repartir, continuer l'aventure. On s'est dit, l'adaptabilité qui est une capacité de ce que j'ai appelé tout à l'heure la discipline, c'est de dire non, on est sur place, allons regarder le marché. Moi, on regarde le marché, toutes les entreprises majeures sont des entreprises étrangères. Millimètre par millimètre, en appliquant ce que je disais tout à l'heure, en partant de ce qu'on n'a pas forcément les moyens des grands groupes, mais la conscience est un lieu très intéressant. Parce que quand on arrive à allumer un feu spécifique, on crée une fidélité, mais qui n'est pas vraiment facilement ébranlable. J'ai un cas où Orange a appelé un des collaborateurs, lui a donné x2. Il a dit non, je ne pars pas parce que je suis dans une aventure. Et donc, sur cet aspect de se dire, dans un domaine où la science se fait ailleurs, la création des solutions se font ailleurs, comment mettre nos ressources qui sont locales à ce niveau de compétence? J'avais vu que les concurrents étaient là, ils tenaient le marché, mais ils avaient une faiblesse. Toutes n'avaient pas plus de 2 ressources humaines capables de le faire. Parce que quand on gagnait un marché, on allait chercher une ressource à l'étranger, en Belgique, en France, pour qu'ils viennent réaliser. Défaut de transfert de technologie et tout ça. Donc la première clé que nous avons investie, c'était comment former des ressources qui aient l'autorité technique, qui soient capables de faire avec le même niveau de qualité, et avec un coût adapté. Et c'est comme ça que nous avons réalisé progressivement, partant de zéro. Au bout de 10 ans, on avait une entreprise qui faisait près de 5 à 6 milliards de chiffre d'affaires. Donc, mais il faut noter que tout ce que nous formions, on les mettait tout de suite au marché de l'universel, parce que la manière dont on installe une baie de stockage ou un serveur, c'est le même au Cameroun, c'est le même en France, donc on le prend, on triple son salaire et il s'en va. Et c'est pour ça que nous avons pris le temps, et là nous avons des instruments nécessaires pour cela, c'est-à-dire que tout ce que nos aînés ont construit, de Aimé Césaire jusqu'à Cheikh Anta Diop, en passant par Hachim Bembe, il y a tous les éléments pour construire une relation de présence, de sens, de pourquoi, le pourquoi j'agis, pourquoi je suis ici au Cameroun, j'agis, même si on me triple le salaire, mon sens, ce pourquoi je fais, a du sens. J'ai trouvé que c'était l'élément le plus essentiel pour pouvoir, d'une part, construire la fidélité. Mais tout à l'heure, le président Siaka a parlé de l'équité. Il est clair que dans ce contexte, il faut être le plus transparent possible, dire les difficultés, montrer ce qui est gagné, partager de manière équitable, comme le président l'a dit tout à l'heure, mais partager les moments d'élévation de conscience. Je voudrais rajouter quelque chose de particulier. Fanon a dit, et vraiment, il a dit clairement, que partout où un noir a crié au secours, parce qu'on le suppliciait, parce qu'on le travaillait dans un champ de coton, on a arraché son humanité et que personne n'est venu au secours, on a inscrit dans la conscience collective une blessure qui est le lieu de l'agenouement, du darwinisme, du complexe d'infériorité, de l'extraversion, c'est-à-dire le fait de lire ce qu'on est dans le regard des autres, qui sont en fait les vecteurs qui font que beaucoup de nos ressources qui font de ce capital humain croient que la solution, elle est complètement à l'extérieur. Donc c'est toujours dans la conscience qu'il faut aller dénouer ces blessures installées. Et donc on a beaucoup d'ateliers autour de l'identité profonde, de sa présence au monde, de son sens. Ce qui est magnifique, c'est que il y a 4 ans, nous avons créé une deuxième entreprise, une filiale de ITG Store, à 500 millions de capital, qui est presque la seule plateforme de paiement multicanal, qui a 3 canaux de paiement, les wallets, le virement de compte à compte, et puis paiement Visa, donc qui est d'ailleurs enrôlé au guichet unique, et qui est en train d'être enrôlé sur le canal carte à la DJ, etc. Donc, et le troisième projet sur lequel nous sommes en train de nous déployer aujourd'hui répond à ce que je disais tout à l'heure dans le mécanisme de désarmement de toutes les chaînes qui fondent notre peur et nos complexes d'infériorité, notre volonté de ne pas saisir la possibilité, le champ de possibilités que l'Afrique offre. Nous allons lancer en septembre une plateforme qui s'appelle Bibliothèque numérique. Elle a 7500 livres
de Ulysse d'Homère jusqu'à Sortir de la grande nuit d'Achille Mbembe, en passant par des livres de Jean-Marc Ellard, parce que, comme je disais, le lieu de l'enfermement, le lieu du défaut de l'action créative, il est dans la conscience. Alors, bien entendu, nous avons prévu au sein de cette plateforme qui sera accessible, puisque un livre, je peux le lire, un livre physique, je peux l'avoir pour moi, mais un livre numérique, 1 milliard de personnes peuvent le lire en même temps sans que ça pose un problème. Et la connaissance est un des moyens de transformation, de croissance de ce capital humain. Et quand ce capital humain croît, il offre leur potentiel à l'entreprise, et l'entreprise peut aussi évoluer en croissance. Je pense que j'ai touché beaucoup de sujets en même temps. Je voudrais juste dire que du point de vue du manager, il y a des aspects techniques qui existent sur comment manager, comment construire des processus mécaniques de production, comment gérer de la qualité, tout cela existe, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes avant tout des êtres de conscience. Comment gérer la solitude du manager, comment allumer ce feu et être fidèle à ce feu, voilà autant de choses qui ne peuvent pas être dites dans des écoles, mais que l'expérience se permet de révéler, de manifester. Après avoir dit tout ça, je ne suis pas en train d'éviter le fait qu'il y a eu des échecs, et des nombreux échecs. Et la vérité, c'est que quand cette flamme est allumée, même quand il y a échec, au seuil d'une nuit, vous voyez toujours un seuil éclairé qui vous dit c'est possible, vous avez échoué parce que la méthode n'était pas bonne, réveillez-vous. Je voudrais terminer avec 2 quatrains. Un de Fanon qui dit « Nous devons marcher jour et nuit avec l'homme et tous les hommes. » C'est ce que je dis aux collaborateurs. Il y a un champ de mémoire universel dans lequel tous ceux qui ont déjà créé ont puisé. Ce champ de mémoire universelle n'appartient pas à une race, elle appartient à tous. Deuxième quatrain, qui est très intéressant aussi, c'est de dire que nous ne sommes pas une erreur statistique déployée dans le chaos du monde. Nous sommes chacun des êtres humains avec un mandat avec un impératif d'action, un mandat fondé dans une mission. Alors, ce quatrain dit, la lumière n'est belle que parce qu'elle est incarnée à travers un verre ou une bouteille de vin. Consentons au sort d'être un œil fini qui se fait reflet de l'éclat infini. Et ce que je dis à mes managers tous les matins quand ils sont confrontés à des problèmes, c'est faites attention entre 2 feux. Le feu qui brûle ou le feu qui éclaire. Et ça, c'est un équilibre que tous les jours vous devez avoir par rapport au choix que vous avez à faire. Qui dit le sort de la bougie est de brûler. Quand monte l'ultime volute de fumée, elle lance une invite en guise d'adieu entre 2 feux, soit celui qui éclaire. Restez toujours avec la bonne distance, le feu qui éclaire. J'espère que, après avoir parlé avec plutôt un langage symbolique, nous avons quand même trouvé des passerelles pour nous comprendre. Je ne pouvais qu'être dans mon monde pour vous parler. Et excusez-moi.